Bon, eh bien, comme on ne s'est pas vu depuis le mois de novembre, bonne année à vous tous. Joyeux Noël. C'est ça. Vous croyez encore au Père Noël, c'est ça. Bon, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que cette fois-ci, on n'aura pas le plaisir de voir M. Hervé Rissen. Parce qu'il est venu, paraît-il, au mois de novembre. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Au mois de décembre, oui, évidemment, au mois de décembre. Donc, on s'attendait à le voir aujourd'hui. Je m'apprêtais à aller l'accueillir comme il fallait. Ben, il n'est pas venu. Alors, si certains étaient là au mois de novembre, au mois de décembre, et qu'ils l'ont vu, je serais heureux de savoir ce qui s'est passé exactement. Parce qu'on a eu un écho par personne intermédiaire et on est tout de même pas mal informé. Bon, donc voilà les petites choses que je voulais vous dire en introduction. Je tiens à vous signaler aussi que, sauf imprévu, c'est la dernière fois qu'on fait notre conférence ici. Donc vous verrez, donc ouvrez bien l'œil pour ne pas croire que ce sera ici. Le mois prochain, ce sera ailleurs. Donc soyez attentifs, ne croyez pas et ne vous trompez pas d'endroit. Donc il y avait ça. Et puis on va passer au vif du sujet. C'est-à-dire l'actualité de l'affaire Dreyfus. Je vais revenir sur une chose que j'avais déjà évoquée, parce que j'avoue que ça me fait sourire. Enfin, ça m'attriste un petit peu, parce que je trouve vraiment que c'est de l'aveuglement. C'est que lorsque certains disent que l'histoire ne repasse pas les plats. C'est absolument faux. Je crois d'ailleurs que c'était Louis-Ferdinand Céline qui avait sorti cette énormité. C'est absolument faux. Le problème, c'est que l'être humain, ne tenant pas compte des leçons de l'histoire, eh bien l'histoire lui repasse les plats pour qu'enfin il s'éveille et qu'il en tienne compte. Et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il est tout de même bon de revenir périodiquement sur un certain nombre de sujets, surtout quand ils ont eu une influence sur l'évolution de la situation dans notre pays, et Dieu sait si l'affaire Dreyfus a été un tournant fondamental. Et ce qui m'a incité à traiter de ce sujet, dont vous trouverez les éléments principaux d'ailleurs dans mon livre sur l'armée française, c'est une déclaration de Madame Florence Parly, ministre des Armées. C'était à l'occasion de la commémoration du Veldiv, fête hautement républicaine et communautaire, le 21 juillet dernier. Et elle avait déclaré avec les trémolos appropriés dans la voix, je cite: « Je pense à Alfred Dreyfus, au destin fauché d'un brillant officier qui avait choisi de donner sa vie pour son pays, qui avait pris la décision de revêtir l'uniforme pour défendre des valeurs dont ses pairs n'ont pas été dignes au moment du jugement. Le capitaine Dreyfus a été réhabilité, les armées l'ont réintégré, promu au grade de lieutenant-colonel, indispensable mais maigre compensation des 4 années passées au bagne de l'île du Diable et des 12 années hors des rangs. Lorsque je pense à Alfred Dreyfus, lorsque je lis chaque nom inscrit sur les murs du jardin des enfants du Veldiv, la même question revient sans cesse: que seraient-ils devenus si leur avenir ne leur avait pas été arraché ?
quel destin les attendait. Le véritable courage, c'est celui de la vérité. 120 ans après le procès de Rennes, les armées doivent regarder leur histoire en face. Petit commentaire, petite parenthèse, je pense que certains militaires ont dû apprécier. 120 ans plus tard, il est encore temps que les armées redonnent à Alfred Dreyfus tout l'honneur et toutes les années qui lui ont été ôtées. J'y veillerai personnellement. Fin de citation. Le quotidien L'Opinion du 22 juillet 2019 annonçait en outre qu'Alfred Dreyfus pourrait être nommé général à titre posthume par Emmanuel Macron. La ministre des Armées, Florence Parly, ayant explicitement ouvert la porte à une telle initiative. Mais avec prudence, tant l'affaire reste un sujet délicat dans les armées. Bon, c'est tout de même pas mal, ça semble indiquer que quand même dans les armées, il y a une certaine réticence, effectivement. Bon. Les médias annonçaient aussi que Mme Parly allait être épaulée dans sa mission par un film que le violeur juif Roman Polanski était en train de fabriquer. C'est fait. Réjouissez-vous. Il est sorti. Et puis, il vient d'avoir, j'ai vu dernièrement, 6 nominations aux Oscars, je crois. 12 au César. Au César. Oui, César, oui. Donc, réjouissez-vous, mes frères. C'est donc ce producteur juif qui fut chargé de raconter cette période clé de la conquête juive de la France, auquel le très sioniste boulevard Voltaire de Robert Ménard s'est associé en louant son impartialité. Pour lui, politiquement correct oblige, Dreyfus était innocent. Telle est donc la soumission devant le lobby, considérablement aggravée depuis l'arrivée des Sarkozy, Hollande et Macron, dont vous connaissez le commun dénominateur. Comprenez-vous pourquoi je moque celui ou ceux qui prétendent que l'histoire ne repasse pas les plats? Le retour dans l'actualité d'Alfred Dreyfus est la démonstration du contraire. Elle repasse les plats et telle est la raison de cette conférence d'aujourd'hui. Revenons à cette affaire particulièrement claire à ses débuts que les intrigues, l'argent juif et certains suicides suspects ont réussi à brouiller. Le capitaine Dreyfus avait été condamné et dégradé pour cause d'espionnage au profit de l'Allemagne le 22 décembre 1894. Dans mon livre sur l'armée française face à la destruction de la nation, dans le chapitre consacré à cette affaire, je suis revenu de façon très documentée sur cette affaire en soulignant justement le nombre de morts suspectes qui entouraient cette affaire. Et morts suspectes toujours au bénéfice du même clan. Deux témoins directs de la trahison de Dreyfus, ainsi que le très étrange suicide du président Félix Faure, qui était formellement opposé à la révision du procès.
comme c'est curieux. L'affaire avait divisé la France et contribué à l'abaissement de l'armée qui allait se prolonger avec sa suite, l'affaire des fiches. Sous la pression des médias, achetés par l'argent de qui vous savez, tel Émile Zola, auteur de son fameux J'accuse dans l'Aurore, Dreyfus finit par être réhabilité et réintégré dans l'armée en 1906. Il faut rappeler que ce fut le climat d'hostilité en France envers les Juifs à cette époque-là qui amena Théodore Herzl à pousser à la création de l'État d'Israël. Il était là, présent, au moment de la destitution de Dreyfus, au moment où, d'ailleurs vous connaissez tous plus ou moins l'image, où on voit un officier de l'armée française brisant sur ses genoux l'épée du capitaine Dreyfus. Et on sait ce qu'il advint de l'État d'Israël, qui allait déposséder les Palestiniens de leurs terres. L'affaire Dreyfus fut incontestablement un tournant majeur dans l'affrontement entre la France traditionnelle et le pouvoir judéo-maçonnique qui s'installait avec la Troisième République. Et rappelez-vous le rôle joué par Napoléon qui a aidé à leur introduction dans la société française. On a beaucoup écrit sur cette affaire et tout a été fait pour embrouiller les pistes, dont l'affaire du faux patriotique. Aujourd'hui, de ce fait-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de savoir si Dreyfus était coupable ou pas, mais de souligner tout ce qui a été fait, toutes les manipulations, tous les faits tronqués, truqués, effacés pour aboutir à sa réhabilitation. Sans compter les suicides, ou si vous préférez, les crimes qui ont accompagné cette campagne de réhabilitation. Il y a un homme qui a joué un rôle important, que je tiens à mettre en lumière, c'est le rôle que joua Godefroy Cavaignac, qui fut l'un des principaux auteurs de l'affaire dans son discours de Rennes du 3 avril 1898. Pour lui, la question a été de savoir, je cite, « S'il n'existait pas quelque part, on ne sait où, une puissance occulte, secrète, plus forte que tout, créant entre partis opposés je ne sais quelle communication invisible, brisant les actions les plus vigoureuses, arrêtant les courants les plus forts, déformant les résultats les plus sûrs, paralysant les bonnes volontés, énervant les consciences, jetant partout le trouble et le désarroi. » Il faut remarquer que la culpabilité de Dreyfus semblait tellement établie que le président Loubet, qui allait remplacer Félix Faure après sa disparition, accordait la grâce à Dreyfus pour raison de santé. Mais la grâce accordée, c'était reconnaître sa culpabilité. Donc ce n'était pas suffisant pour le clan. Il fallait plus. Et c'est là qu'allaient intervenir les moyens financiers considérables provenant des milieux juifs consacrés à la réhabilitation de Dreyfus. Ils furent aidés en cela par la naïveté du colonel Henry, l'auteur du faux patriotique, ce fameux bordereau,
élaboré bien inconsidérablement pour essayer de trancher définitivement sur la culpabilité de Dreyfus. Or, et c'est très important de le souligner, c'est que ce faux, avec ce bordereau en question, est postérieur de 2 ans à la condamnation de Dreyfus. Donc il n'eut aucune influence sur ceux qui ont jugé Dreyfus. C'est fondamental à souligner cela. En outre, c'est l'auteur de l'affaire le plus convaincu de la culpabilité de Dreyfus, Godefroy Cavaignac dont je parlais à l'instant, qui honnêtement allait dénoncer ce faux. Donc j'insiste bien, ce faux fait dans la simple volonté de trancher définitivement l'affaire n'a eu aucune influence sur la décision des juges militaires qui avaient jugé Dreyfus coupable. Il faut noter aussi que des Dreyfusards au départ, tels que Georges Sorel ou Charles Péguy, devant les évidences, cessèrent d'être Dreyfusards. Et même des journaux comme Le Temps, Le Matin, Le Figaro, trouvèrent, une citation que je donne là, trouvèrent la sanction juste et se féliciter du verdict. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu l'ambiance qui pouvait régner à l'époque de cette pression qui allait devenir constante, jusqu'au moment où le clan allait obtenir ce qu'il voulait. L'effarant appui médiatique et financier du clan juif en faveur de Dreyfus faisait même réagir des socialistes anticléricaux et antimilitaristes tels que Roger Viviani, qui disait ceci: « On n'en ferait pas autant pour un pauvre. » Quant à Jean Jaurès, il faisait à peu près la même déclaration dans La Petite République du 11 décembre 1807, et il posait aussi la question: « Et si la terrible sentence avait accablé un pauvre homme sans relation, sans fortune ?» Donc c'est là de dire à quel point l'affaire paraissait limpide aux gens de cette époque-là, sauf évidemment pour le clan, et même pour des gens qui appartenaient à la gauche antimilitariste. Je crois que c'est une chose très très importante à souligner. Par contre, on sait qu'Émile Zola, qui au départ n'avait pas pris parti, allait être acheté. Et donc le résultat en fut le manifeste J'accuse, paru dans l'Aurore, et de même que d'autres écrivains, journalistes et autres. Et on dit même que l'auteur de romans d'action, Paul Févard, qui était catholique, avait été soudoyé et qu'il avait refusé. Alors rappelez-vous, pour vous qui avez eu une jeunesse et qui avez peut-être lu ses ouvrages, c'était l'auteur du Chevalier de Lagardère. Et donc, qui avait refusé les sommes très importantes qu'on lui offrait pour qu'il s'associe à la campagne. Tout le monde savait d'ailleurs que la famille Dreyfus avait les moyens, à commencer par Alfred Dreyfus lui-même de son côté, et du côté de son épouse, Lucie Adamar, fille, oh comme c'est curieux, d'un riche négociant juif en diamants. Sans compter ceux du clan. C'est au point que la dépêche toulousaine du 24 novembre 1897 écrivait, je cite, qu'il existait un syndicat disposant
d'une dizaine de millions de l'époque, s'il vous plaît, pour faire libérer le prisonnier de l'île du Diable. Et de son côté, l'historien André Sheradam rapportait les mots de Madame Joseph Reinhardt, femme de l'historien dreyfusard et juif Joseph Reinhardt, je cite, « Nous aurons Dreyfus innocent, dussions-nous déchaîner la guerre civile et, s'il le faut, la guerre étrangère. » Pesez bien ces mots. On retrouvera ces mêmes propos dans la bouche de Joseph Reinhardt le 17 janvier 1898 à la Chambre, exaspéré par le triomphe obtenu par Godefroy Cavaignac. Il disait ceci: « Nous y mettrons le prix qu'il faudra, mais nous aurons Dreyfus innocent. » Voilà le climat de l'affaire Dreyfus. Ces propos étaient confirmés par ceux de Bernard Lazare à Rothschild, affirmant, je cite, que des sacrifices d'argent seraient faits pour arriver à faire proclamer l'innocence de Dreyfus. Il n'était donc pas question de la vérité et de la justice, mais d'innocenter coûte que coûte Dreyfus contre toutes les évidences de sa culpabilité, et tous les moyens furent bons pour y parvenir. Des collectes de fonds par le biais de rabbins, jusqu'aux tentatives de soudoiement, comme on l'a vu, tout fut mis en œuvre. L'historien Dutré-Crozon notait aussi: dès son début, on remarqua dans la campagne en faveur de Dreyfus une telle unité de direction que l'opinion publique n'hésita pas à croire à l'existence d'un syndicat organisateur. La publication d'un nombre considérable de placards, de brochures, de livres de propagande, la création de plusieurs journaux nés avec l'affaire et disparus après, une fois que la cause a été gagnée, exigeait des ressources en argent. Ce fut l'éditeur Victor Stock, note Jean-Yves Mollier, qui fut la clé de voûte de tout l'appareil d'ouvrage, plus de 150 qui ont été mis à disposition du public à l'époque, et toutes favorables à la cause de Dreyfus. C'est ce que confirmait Charles de Freycinet au général Jamon le 6 mai 1899, au lendemain de sa démission. Je cite: « Le gouvernement savait que 35 millions de francs de l'époque, j'insiste là-dessus, étaient entrés en France venant d'Allemagne et d'Angleterre. Quant au général Zurlinden, il rapportait des renseignements sur les souscriptions organisées en France et à l'étranger par des rabbins en faveur de Dreyfus. » Et côté pression, alors là, les témoignages abondent. Louis Ménard, qui était greffier en chef de la Cour de cassation, rapportait à Henriette Dardenne, c'est cité dans Lumière sur l'affaire, en 1898, après sa déposition devant la chambre criminelle, le capitaine Lebrun-Renault, qui venait de renouveler la relation des aveux de Dreyfus, passa à son cabinet et lui raconta les tentatives faites auprès de lui pour obtenir de sa part un faux témoignage pour la somme de 600 000 francs de l'époque. Il faut donc retenir
ce qui est aujourd'hui escamoté, que Dreyfus, devant les preuves accumulées, avait bien avoué sa trahison. De même, Alphonse Bertillon, expert graphologue, qui avait confirmé sa déposition défavorable envers Dreyfus, fut l'objet de pression de la part du ministre de l'Intérieur, René Renault. Plus significatif encore, rappelle André Galabru, je me suis d'ailleurs beaucoup appuyé sur son ouvrage pour mon livre. C'était quelques jours avant l'audience de la Chambre criminelle, fin octobre 1898. Robert Ménarque, dont je viens de parler, greffier en chef de la Cour de cassation, avait reçu la visite du futur président du Conseil, Waldeck-Rousseau. Il était venu lui proposer un marché. Je cite. « Je viens, me dit-il, vous parler de l'affaire Dreyfus dont vous allez avoir à vous occuper. Ce n'est pas que Dreyfus nous intéresse, mais nous voulons profiter de cette circonstance pour faire une armée républicaine et démolir l'état-major qui est composé de cléricaux, de jésuites et de réactionnaires. Nous sommes sûrs de réussir. Ceux qui seront avec nous auront tout ce qu'ils voudront. Tant pis pour les autres. » Je lui ai répondu, c'est Ménard qui parle, que mon devoir était de rester impartial. Il se leva, c'est-à-dire Waldeck-Rousseau, il se leva, et avant d'ouvrir la porte, il me regarda avec son œil d'oiseau de proie. « Vous avez bien entendu. Tout pour les vainqueurs. Je vous parle dans votre intérêt. Soyez avec nous. » 5 ans plus tard, le général de Gallifet, qui entre-temps avait déjà commencé la purge dans l'armée, rappela à Louis Ménard la visite de Waldeck-Rousseau, qui visiblement vexé lui avait rapporté. Je cite, « Nous ne pouvons compter sur le greffier en chef de la Cour de cassation. À ce moment même, vous fûtes mis en tête des victimes. » Des victimes. Autre chose qu'il faut relever, c'est comme dans l'avant-révolution dite française, les salons branchés de l'époque furent utilisés pour mettre en avant les intellectuels favorables à Dreyfus. Il y avait, note André Galabru dans son étude sur l'affaire, le salon de Madame Veuve Strauss, remariée avec l'avocat des Rothschild, celui de la comtesse, celui de Luynes, celui de Madame Armand de Cavaillé, maîtresse d'Anatole France et épouse d'un armateur bordelais. Serait-il de la même confrérie qu'un certain Mendès France ? Mais la plus zélée, la plus acharnée, reste la marquise Arona Visconti, celle-là même qui finança l'aurore et l'humanité. Alors, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je vous cite ces petites, quelque peu anecdotiques, mais c'est pour dénoncer une nouvelle fois cette espèce de frange d'aristocratie dévoyée au service de la Révolution. Ce n'étaient pas nécessairement les mêmes, mais c'était les héritiers de ceux qui avaient fait aussi la Révolution. Et c'est pour ça que j'y reviens constamment. On allait avoir une nouvelle preuve de l'argent mis au service de cette cause par la dépêche télégraphique adressée à Zola, dont j'ai publié le fac-similé dans mon livre sur l'armée française. C'est absolument imparable.
Je cite. Voyez Zola immédiatement. Dites-lui éditeur, World, c'est-à-dire monde. Curieux comme notation d'ailleurs, comme pseudonyme. Assure paiement de la somme qu'il demanderait, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. World paiera les dépenses d'une publicité qui sera universelle. Succès presque certain, signé, alors ça c'est l'endroit où ça a été fait, TUOI, Warwick Garden, signé Sphère. Vous avez le facsimilé, je le répète dans mon livre. Tels furent donc les dessous et l'utilité du J'accuse de Zola, qui permit au Dreyfusard de relancer la machine judiciaire. Et vous comprenez pourquoi je m'élève contre ceux qui nient le complot quand on accumule toutes ces preuves, justement, du complot. En tout cas, de ce complot, sans compter les autres, bien entendu. Non, il n'y a pas de complot. Ah bon? Il faut remarquer que si l'argent a joué un très grand rôle dans cette affaire, les assassinats et autres suicides surprenants jouèrent un rôle au moins aussi important et probablement plus important encore. Il y eut tout d'abord la mort de deux témoins des aveux de Dreyfus du 9 janvier 1895. Le capitaine Dattel, à qui Dreyfus avait fait séparément les mêmes aveux qu'au capitaine Lebrun-Renault, curieusement survenu juste après sa promotion au grade de commandant. Aussi, on peut se demander si ceux qui l'avaient promu n'avaient pas pensé que sa promotion ne serait peut-être pas suffisante pour s'assurer son silence. Le fait est, je cite toujours, et qu'on le retrouvait mort le 1er octobre 1885 dans un wagon de chemin de fer aux environs de Paris. De même, le député Chauvin-Servinière, à qui Lebrun-Renault avait rapporté le jour même des aveux les propos de Dreyfus, avait été retrouvé mort sur la voie ferrée, comme plus tard le conseiller Prince, non loin de Laval, le 25 juillet 1898, et de Troyes. Autre mort particulièrement suspecte que relève l'historienne Adrienne Dardenne, celle du colonel Sandher, qui était le fondateur du service de renseignement français et qui devait quitter son service à la fin de 1895. Brusquement, de graves troubles de santé allaient l'atteindre et il allait y succomber le 24 mai 1897, délivrant ainsi les défenseurs de Dreyfus d'un témoin à charge redoutable. Et de 4. Puis le suicide du lieutenant-colonel Henry, l'auteur du fameux bordereau ou faux patriotique, le 30 août de la même année. Or, on sait que, à propos de ce suicide, que ce n'était pas possible qu'il ait pu se suicider parce qu'on sait comment il a quitté sa famille et ses supérieurs. Il n'avait rien d'effondré à la suite de ses aveux à Cavaignac, et avant de partir pour le Mont Valérien où il devait être incarcéré, Henri passait chez lui, embrassa sa femme en compagnie du major Ferry et dit à sa femme « Tout s'arrangera, ma conscience est tranquille, la lettre est une copie et non pas un faux. » Et au major Ferry, il disait « Ce que j'ai fait, je suis prêt à le refaire encore,
C'était pour le bien du pays et de l'armée. Et de sa cellule, il écrivait une lettre au général Gons. J'ai absolument besoin de vous voir, de vous parler. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été suicidé. En tout cas, c'est la thèse de l'historien, ça c'est beaucoup plus récent, la thèse de l'historien Pierre Miquel, dans son livre « L'affaire Dreyfus », paru aux presses universitaires de France en 1973. Donc vous voyez à quel point cette affaire Dreyfus est toujours vivace. Deux autres témoins embarrassants pour la machination dreyfusarde allaient aussi disparaître. Je crois qu'on en était à 4. Madame Veuve Japy, mère de Madame Steinhell et Adolphe, son mari, qui dans la nuit du 30 au 31 mai 1808, dans la villa Steinhell, était étranglée alors que l'intrigante Madame Steinhell était retrouvée simplement bâillonnée. Or, Madame Japy savait beaucoup de choses sur la mort, tout aussi étrange, du président Félix Faure, et de 5. Autre mort suspecte, et non des moindres, celle d'Émile Zola. Ah, comme c'est curieux! Qu'une enquête officielle, bâclée, allait considérer comme étant un accident. Et encore une fois, c'est l'historien Guillemin, cité par André Galabru dans son livre, je cite, « C'est à l'automne 1897 que Zola est sollicité pour agir en faveur du capitaine Dreyfus. Il semble que Marcel Prévost ait été leur délégué, c'est-à-dire à Mathieu Dreyfus et à Joseph Reinhardt, auprès de l'écrivain. Ce Marcel Prévost, intermédiaire entre l'état-major Dreyfusard et Zola, qui allait mourir étrangement. » Et de 6. Le mystère de la mort de Zola, asphyxié à l'oxyde de carbone, a été repris par Jean Bedel dans Libération, s'il vous plaît, du 7 octobre 1953, sur base des aveux de l'entrepreneur qui avait travaillé à la réfection de la toiture. Il avait avoué, je cite, « Zola a été asphyxié volontairement. C'est nous qui avons bouché la cheminée de son appartement. Dans une maison voisine, il y avait des travaux de réfection de toiture et dans les cheminées. Nous en avons profité pour repérer la cheminée de Zola et la boucher. Nous l'avons débouchée le lendemain très tôt. Nous passâmes inaperçus. » Donc il s'agissait bien d'un assassinat. Et je tiens à souligner que c'est un journaliste de Libération qui enfonce le clou. Ainsi disparaissait ce témoin capital qui avait été la clé de la révision de l'affaire Dreyfus. Et de 7. Autre disparition d'un témoin gênant, celui du trésorier payeur général de Nîmes, Laurenceau, qui avait été préfet du Nord. Lors de son affectation préfectorale, il avait réuni un dossier prouvant le financement de la campagne dreyfusarde. Monté à Paris, il devait rencontrer le ministre de l'Intérieur à ce sujet-là. Curieusement, on le retrouva pendu dans sa chambre d'hôtel. Et de 8. Là encore, dans cette étape clé de la conquête judéo-maçonnique de la France, la hiérarchie militaire, encore majoritairement catholique, laissa faire le pouvoir des lobbies sans réagir. Dans son ouvrage « Variations sur l'affaire », André Galabru écrit
Parmi les morts suspectes mentionnées précédemment, il en est une qui a pesé d'un poids capital sur la victoire dreyfusarde. Celle bien opportune pour le syndicat du président Félix Faure. Ce n'est pas non plus une pure coïncidence ou négligence de la plupart des historiens ayant pignon sur rue, non seulement ont escamoté les circonstances troublantes de cette mort, mais ont généralement passé sous silence l'hostilité constante et ferme du premier magistrat de France à la révision du procès de 1894. Or, qui était Félix Faure? Eh bien, Félix Faure était franc-maçon. Il était franc-maçon, membre de la loge L'Aménité du Havre, initié en 1865. Il avait été élu président de la République le 17 janvier 1895, soit 12 jours après la dégradation de Dreyfus. Et bien que franc-maçon, contrairement à d'autres, il était exempt de tout sectarisme et dès son élection à la présidence de la République, il cessa toute activité maçonne, estimant que c'était incompatible avec sa fonction. Chapeau. Ce retrait de la maçonnerie, ajouté à son hostilité à toute révision de la condamnation de Dreyfus, et à ses bonnes relations avec les milieux monarchistes, explique sans doute la haine qu'allaient lui vouer les Dreyfusards. Fait marquant, et ça c'est très important à remarquer, la frontière entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards passait même au sein de la gauche socialiste et radicale. Donc il y a eu des gens de gauche, honnêtes, qui ont compris le mensonge de l'affaire Dreyfus et qui ne se sont pas du tout associés au lobby. Et justement, à ce propos-là, Félix Faure, comme Geoffroy Cavaignac et d'autres, en sont le meilleur exemple. Aussi, il ne faut pas croire que ce furent les milieux catholiques, monarchistes ou l'armée qui se battirent le plus vivement contre le lobby, mais des milieux de gauche. Des milieux de gauche. En fait, ils se comportèrent dignement, ne voyant que les évidences de l'affaire. Par contre, là encore, il faut rappeler l'appui du prince de Monaco, marié à une Heine qui avait vainement tenté d'infléchir Félix Faure en faveur de Dreyfus. Félix Faure, tel d'autres, dont Gabriel Hanotaux, avait parfaitement compris la finalité essentielle de toute l'affaire. Je cite, « Pour eux, c'était une révolution non sanglante, relativement, après ce que j'ai dit, pour déstabiliser le pays en sapant deux de ses fondements, l'armée et la justice. » Donc, non sanglante, pas franchement, loin de là. Deux éléments prouvent le projet de son élimination. Premièrement, cela écrit de Londres à son avocat Laborie. Je cite, « Il nous faut un coup de foudre tombant du ciel. » Quant à l'historien Dreyfusard qui signait courageusement par ses seules initiales, il écrivait dans son livre « Histoire sommaire de l'affaire Dreyfus » qui n'est qu'un simple résumé du livre de Joseph Reinhardt, du Dreyfusard Reinhardt, je cite, « Avec Félix Faure disparaissait un des obstacles les plus cachés mais les plus efficaces de l'œuvre de révision. » Comme toujours, et c'est la tactique constante de ces gens-là,
ils tentent de salir leur adversaire. Et c'est ce qu'ils allaient faire en ce qui concerne Félix Faure, dont ils ont moqué la mort en disant qu'il était mort dans les bras de sa maîtresse. La mondaine Marguerite Steinheil, dont j'ai parlé tout à l'heure, née Japy d'une riche famille d'industriels protestants de Belfort. C'était une couverture facile car cette mort apparaît à la lecture des documents de l'époque comme absolument nécessaire au clan en vue de la réhabilitation de Dreyfus. Et il faut signaler que Marguerite Steinheil, dans son livre My Memoirs, je me demande pourquoi il a écrit en anglais d'ailleurs, écrivait à propos de Félix Faure, opposé à la révision de Dreyfus, je cite, « Le 16 octobre 1898, Félix Faure, pendant la dernière semaine, a eu des attitudes inhabituellement mystérieuses. Convaincu que la nation dans son ensemble était profondément lasse de l'agitation créée par l'affaire Dreyfus et que l'état désespérément perturbé du pays est une calamité nationale, il pense que le seul remède serait une sorte de coup d'État. » On comprend que les Dreyfusards aient pu prendre peur. Je cite encore Galabru à ce sujet-là. Au moment de l'affaire, si l'argent a coulé, a joué un rôle profondément utile dans la victoire dreyfusarde, le crime, bien que plus discrètement, n'a pas eu un rôle moindre dans cette affaire. C'est fou ce qu'il y a eu de suicides ou de morts suspectes pendant les moments chauds de l'affaire, et note Galabru, les morts ont toujours été du même côté. Et c'est fou aussi ce qu'il y a eu de pression exercée par la police pour faire taire les témoins gênants, ceux qui s'obstinaient à raconter ce qu'ils avaient vu et entendu, et qu'il fallait rendre amnésiques. Sans compter les consignes à la presse pour faire taire les informations embarrassantes. Galabru fait aussi allusion au témoignage Paulmier. C'était un Alsacien et ancien ordonnance de l'attaché militaire allemand à Bruxelles, Smetao. Ayant opté pour la nationalité française, donc je parle de Paulmier, il avait, alors hospitalisé à l'hôpital militaire de Nancy, confié à l'infirmier Schrerer avoir vu à plusieurs reprises Dreyfus dans les bureaux de Smetao, c'est-à-dire l'attaché militaire d'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y faisait? Qu'est-ce qu'il y faisait? Au procès de Rennes, Paulmier ne sera pas cité à témoigner, la justice l'ayant écarté comme témoin. Aux grandes dames des anti-Dreyfusards, et l'historien Louis Ménard écrira « L'affaire Paulmier est un exemple caractéristique des moyens employés pour étouffer l'affaire. » Or Ménard, encore un, c'était pas un homme de droite, c'était pas un catholique, c'était un païen helléniste. Et c'est curieux parce qu'on retrouve toujours la même chose. On retrouve plus d'honnêteté, parfois, chez des hommes de gauche que chez des bons catholiques, des militaires, trop heureux pour défendre ce qu'ils devraient défendre du fait de leur étiquette.
Je vais aussi vous parler du journaliste anglais Vance Thompson à propos de l'élimination des éliminations physiques, qui affirmera dans The London Magazine de septembre 1905, je cite, que Félix Faure avait été empoisonné impasse Roncin par sa maîtresse, Madame Steinheil. Et il concluait, à cette époque, en 1889, dire la vérité sur la mort du président eût été considéré comme un crime contre l'ordre public, aussi bien que c'eût été courir à un suicide expéditif. Bien après la mort de Félix Faure, une autre mort suspecte, vous avez vu, j'ai cessé de compter, hein. Donc, bien la mort de Félix Faure, une autre mort suspecte allait servir la cause dreyfusarde, celle de Gabriel Siveton. Je vois que ça vous parle. Historien et député nationaliste, il y en avait quand même, hein, tout de même, nationaliste. Il avait giflé à la Chambre, le 4 novembre 1904, le ministre de la Guerre, le général André. Celui qui allait être responsable de l'affaire des fiches avec le Grand Orient. Or, au procès que lui intentait ce dernier, le commandant Chunier allait apporter la preuve que le général André avait falsifié par une adjonction frauduleuse la pièce 267 du dossier de réhabilitation, pièce dite du télémètre. Donc, je ne sais pas si vous voyez la confusion qui a été entretenue autour de toute cette affaire pour rendre les choses confuses, brouiller les pistes. À nouveau, curieusement, la veille du procès, Siveton était trouvé mort asphyxié chez lui en dépit du témoignage de Madame Siveton. Les magistrats empêcheront la lumière d'être faite sur les conséquences de cette mort. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. C'est la suite. C'est la suite parce que ceux qui devraient réagir ne réagissent pas. La judéo-maçonnerie encore et toujours veillée. Et bien sûr, il n'y a pas de complot, n'est-ce pas? Le Kaiser Guillaume II lui-même avait été prévenu des intentions de coup d'État de Félix Faure par son chargé d'affaires à Saint-Pétersbourg, Van Schirski, qui lui était télégraphié le 11 novembre, je cite, « Félix Faure a eu plusieurs entretiens avec le général Jamon et annote en marge du télégramme, donc coup d'État en vue. Faure veut devenir empereur. » André Galabru commentait « Le coup d'État n'aura pas lieu car les généraux français n'ont ni conviction, ni caractère, ni courage justifiant le jugement de Joseph Reinhardt. » Dreyfusard, je vous le rappelle, qui disait ceci, « Ces militaires les plus audacieux qui parlent de tout casser et de jeter les avocats par les fenêtres, dès qu'il s'agit des initiatives à prendre, sont saisis d'une timidité subite. » Quand je lis ce texte de Reinhardt, donc Dreyfusard, je pense tout aussi logiquement et immédiatement au texte de Jean Jaurès à propos des catholiques qui ne sont pas battus lors de la loi dite de séparation de l'Église et de l'État. Mes chers amis, c'est ça nos milieux. Je ne sais pas si vous avez lu, enfin oui, les abonnés à la politique, vous l'avez lu, mon éditorial à propos de l'éditorial de Jérôme Bourbon, sous le titre « Nettoyer les écuries d'Augias ».
tant qu'on n'aura pas fait le ménage chez nous, nous serons trahis. Et je vais me répéter encore, je me réjouis que Jérôme Bourbon ait fini par le comprendre. Donc en résumé, de ce que l'on peut extraire de tous ces témoignages, c'est que les Dreyfusards avaient parfaitement compris qu'ils n'avaient rien à craindre des milieux de l'armée ou catholiques. Bon diagnostic, hélas. Et encore une fois, on ne peut que reconnaître que, à part les nationalistes autour de la libre parole des droits de Drummond, c'est sur leurs seuls véritables adversaires, avec un certain nombre d'hommes de gauche que j'ai cités. Et là, je vais revenir à Émile Loubet qui allait prendre la succession de Félix Faure. Et là encore, mais c'est vraiment, c'est tellement démonstratif. Le fait que Loubet se soit contenté dans un premier temps de gracier Dreyfus était la démonstration même que même Loubet, franc-maçon, mais qui n'était pas aussi honnête que Faure, reconnaissait la culpabilité de Dreyfus. Et que ce n'est que sous la pression constante et constante et constante du lobby qu'il allait être obligé de faire une révision du jugement, pour annuler le jugement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette machinerie qui allait aboutir à la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Et il faut remarquer aussi que Émile Loubet faisait partie de toute cette clique de Dreyfusards qui, pour la plupart, avaient été impliqués dans le scandale de l'affaire de Panama. C'est vraiment la République des coquins, des copains et des coquins. Donc, au bout du compte, le 13 juillet 1906, Dreyfus était réintégré dans l'armée au grade de commandant et promu officier de la Légion d'honneur, encore une fois, sans que l'armée s'y oppose. Et ainsi, l'occasion de briser la mainmise juive et maçonnique sur la France avait été perdue. Il allait y avoir d'autres occasions, et toujours par la faute des mêmes, de leur frilosité, de leur lâcheté ou de leur connivence, ces possibilités ne furent pas exploitées. C'est dur, c'est pathétique quand on compare cette attitude de lâcheté avec la froide détermination de nos ennemis. Et je vais revenir sur une chose que je cite assez souvent parce que c'est tellement démonstratif de leur volonté, de leur mentalité, que c'est significatif. Rappelez-vous ce que allait dire un siècle plus tard un certain Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Quand il disait, c'est le titre de son livre, « La Révolution française n'est pas terminée ». Tout est là. Pour eux, elle n'est pas terminée, elle ne sera jamais terminée tant qu'on n'y mettra pas fin.
Et je vais reciter Péon, parce que c'est une phrase qu'il faut connaître par cœur, tellement elle est significative. La révolution, c'est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. Pesez bien ces mots. Expiation du peuple français. Qu'est-ce qu'il y a à travers cela? Il y a ce que je rappelle constamment, l'origine de la haine juive contre le Christ et le christianisme, parce qu'il ne leur apportait pas le pouvoir sur le monde. Donc tout ce qui touche de près ou de loin au Christ, au christianisme, pour eux est maudit, doit être détruit. Si on ne le comprend pas, ne vous étonnez pas des résultats. Alors, revenons un petit peu sur le profil de M. Vincent Péon. Il est membre du Grand Orient, c'est naturel. Juif par sa mère née Françoise Blum, tout son environnement est juif. Il est marié à Nathalie Ben Sahel, donc franc-maçon du Grand Orient, comme je l'ai dit, et disons que c'est un fils spirituel d'un autre franc-maçon, Ferdinand Buisson. Et j'ai fait allusion tout à l'heure en commençant aux adorateurs de Napoléon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui retiennent. Je voudrais rappeler ce texte d'Israël Magazine de novembre 2004. Là aussi, c'est un texte qu'il faut bien connaître. C'est la Révolution française qui accorde une nationalité de droit aux Juifs, mais ce sont les décrets de 1808 de Napoléon qui organisent le judaïsme et qui ancrent les citoyens juifs dans la vie de la cité, etc., etc. Merci Napoléon. Il faut dire que Louis XVI aussi avait déjà commencé ce petit exercice. C'est cette montée en puissance de l'influence juive sur la politique française initiée avec le naïf Louis XVI, prolongée par la Révolution dite française et installée par Napoléon, qui allait se renforcer avec l'écœurante affaire des fiches. Et là encore, bon, je ne vais pas traiter de l'affaire des fiches, j'en parle dans mon livre en question sur l'armée française. Cela montre que quand ils triomphent, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils continuent, ils poursuivent leur action. La Révolution française n'est pas terminée. Et on continue, et on continue, et on continue. Il est un texte qu'il me semble opportun de rappeler à ce propos-là. C'est celui du rabbin Reichhorn. Je crois que j'ai déjà fait allusion dans une conférence, déjà un certain temps. Elle est un peu longue, mais vraiment c'est un condensé de tout ce qu'il faut savoir. Ça date de 1869 et c'était une oraison funèbre sur la tombe du grand rabbin Siméon Ben Yehuda. Et vous allez voir, c'est amusant parce que c'est presque un copier-coller antérieur au protocole des sages de Sion. Point numéro 1. Tous les 100 ans, nous, les sages d'Israël, nous sommes accoutumés à nous réunir en sang et drain afin d'examiner nos progrès vers la domination du monde que Jéhovah nous a promis et nos conquêtes sur l'ennemi, le christianisme. Point numéro 2. Cette année, réunis sur la tombe de notre révérend Siméon Ben Yehuda, nous pouvons affirmer avec fierté que le siècle dernier nous a rapprochés de notre objectif,
et que cet objectif sera bientôt atteint. 3. L'or a toujours été et sera toujours le pouvoir irrésistible. Géré par des mains expertes, il sera toujours le levier le plus utile pour ceux qui le possèdent et l'objet d'envie pour ceux qui ne le possèdent pas. Avec de l'or, nous pouvons acheter la plupart des consciences rebelles. Nous pouvons fixer les taux de toutes les valeurs, le prix actuel de tous les produits, subventionner tous les emprunts d'État et tenir ainsi les États à notre merci. 4. Déjà, les principales banques, les échanges du monde entier, les crédits de tous les gouvernements sont entre nos mains. 5. L'autre grande puissance, c'est la presse. En répétant sans cesse certaines idées, la presse réussit à les faire accepter comme des vérités. Le théâtre nous rend aussi des services analogues. Il n'y avait pas encore le cinéma. Pourtant, la presse et le théâtre obéissent partout à nos ordres. 6. Par l'éloge incessant de la règle démocratique, nous diviserons les chrétiens en partis politiques, nous détruirons l'unité de leur nation, nous sèmerons la discorde partout. Réduits à l'impuissance, ils se prosterneront devant la loi de notre banque. Toujours unis et toujours dévoués à notre cause. 7. Nous forcerons les chrétiens dans des guerres en exploitant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et nettoieront le terrain sur lequel nous pourrons mettre notre peuple. Petite parenthèse. Est-ce que dans l'affaire du national-sionisme et dans ma réaction contre les Zemmour et autres Oricènes, vous ne trouvez pas une certaine similitude avec cela? Nous forcerons les chrétiens dans des guerres en explorant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et nettoieront le terrain sur lequel nous pourrons mettre notre peuple. C'est ça que veut Zemmour et toute cette clique. 8. La possession de la terre a toujours eu une influence et un pouvoir. Au nom de la justice sociale et de l'égalité, nous allons diviser les grandes propriétés. Nous donnerons des fragments aux paysans qui les convoitent. Notre capital fera de nous leurs maîtres. Nous deviendrons à notre tour les grands propriétaires et la possession de la terre nous assurera le pouvoir. Essayons de remplacer la circulation de l'or par du papier-monnaie. Nos coffres absorberont l'or et nous réglerons la valeur du papier qui nous rendra maîtres de toutes les positions. 10. Nous comptons parmi nous beaucoup d'orateurs capables de feindre l'enthousiasme et de persuader les foules. Zemmour, Zemmour, Zemmour. Amour, amour, amour. Et l'horizon funèbre du rabbin Reichstand poursuivait. Nous les répandrons parmi le peuple
pour annoncer les changements qui assureront le bonheur du genre humain. Par l'or et par la flatterie, nous gagnerons le prolétariat qui se chargera d'annihiler le capitalisme chrétien. Nous promettrons aux ouvriers un salaire qu'ils n'auront jamais osé rêver. Mais nous augmenterons également le prix des produits de première nécessité afin que nos profits soient encore plus importants. C'est parce que nous vivons? Excusez-moi, un petit peu plus fort parce qu'on a du mal. De cette manière, nous préparerons les révolutions que les chrétiens feront eux-mêmes et dont nous récolterons les fruits. Par nos moqueries et nos attaques contre eux, nous rendrons leurs prêtres ridicules puis odieux, et leur religion aussi ridicule et odieuse que leur clergé. Nous serons alors maîtres de leur âme. Diane a un témoignage à apporter. Je voudrais que vous le donniez en fin de conférence. À ce propos-là, vous verrez. Nous avons établi nos propres hommes à tous les postes importants. Ce matin, au petit déjeuner à l'hôtel, je voyais pérorer Madame Agnès Buzyn. Bon, pas la peine de vous décrire la donzelle et ses origines. Et j'ai appris une chose. Alors c'était très intéressant, c'était sur BFM TV. On l'entendait parfaitement, par contre les questions qui étaient posées à son directeur de la santé, on ne les comprenait pas. Et qui était son directeur de la santé? Un certain Jérémy Salomon. Vous avez mal des esprits. Et c'est la reine de Saba. La France juive, comme disait Drummond. Voilà à qui nous avons confié notre santé. « 13. Nous avons établi nos propres hommes à tous les postes importants. » Effectivement. Le président de la République et compagnie. Nous devons nous efforcer de doter les goïms d'avocats et de médecins. Les avocats sont au courant de tous les intérêts. Les médecins, une fois à la maison, deviennent confesseurs et directeurs de conscience. 14. Mais surtout, monopolisons l'éducation. Par ce moyen, nous diffusons des idées qui nous sont utiles et façonnent le cerveau des enfants comme il nous convient. 15. Si l'un de nos membres devait malheureusement tomber entre les mains de la justice parmi les chrétiens, nous devons nous dépêcher de l'aider. Dreyfus. Trouver autant de témoins qu'il le faut pour le sauver de ses juges, jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes les juges. Dreyfus. 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 16. Les monarques du monde, bon c'est un petit peu ancien ça, effectivement. Les monarques du monde chrétien, gonflés d'ambition et de vanité, s'entourent de luxe et de nombreuses armées. Nous leur fournissons tout l'argent qu'il leur faut, que leur folie exige, et nous les tiendrons ainsi en laisse. 17. Veillons à ne pas entraver le mariage de nos hommes avec des chrétiennes, car grâce à elles, nous mettrons
notre pied dans les cercles les plus fermés. Si nos filles épousent des goïms, elles ne seront pas moins utiles, car les enfants d'une mère juive sont des nôtres. Encourageons l'idée de l'amour libre, afin que nous puissions détruire chez les femmes chrétiennes l'attachement aux principes et aux pratiques de leur religion. 18. Depuis des siècles, les fils d'Israël, méprisés et persécutés, s'emploient à s'ouvrir les voies du pouvoir. Ils vont droit au but. Ils contrôlent la vie économique des maudits chrétiens. Leur influence est prépondérante sur la politique et sur les mœurs. 19. À l'heure souhaitée, fixée à l'avance, nous lancerons la révolution qui, en ruinant toutes les classes du christianisme, asservira définitivement le chrétien à nous. Ainsi sera accomplie la promesse de Dieu faite à son peuple. Fin de la citation. Donc, pour ceux qui connaissent, bon, vous savez très bien que j'ai fait une conférence sur les protocoles du sage de Sion, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quelle étrange similitude de texte dans les buts annoncés et glorifiés. Et ce texte est antérieur au texte que l'on connaît des protocoles. Un faux, bien entendu, rappelez-vous. Et comme je dis toujours, pour commenter la chose, curieux faux dont on voit l'exécution génération à génération jusqu'à aujourd'hui. Et on ose nous dire qu'il n'y a pas de complot. Dans nos milieux. Jusque dans nos milieux. Aussi que penser de nos milieux, qui se vaut dans le sionisme d'un Éric Moïse Zemmour. Vous savez qu'il a deux vaisselles. Oui. Une vaisselle les juifs, une vaisselle pour ses invités qui ne le sont pas. Mais on n'est pas racistes, non. C'est nous les racistes. Ah bon? Donnez-moi une verge. De fer. C'est peut-être pas le pire. Hein. Il y avait la chaîne. C'est vrai. Donc, que penser de nos milieux qui se vautrent dans le sionisme d'un Éric Maurice Zemmour et de ces goïms qui s'associent à lui, tel un certain Hervé Ryssen? Vous comprenez pourquoi je regrette que Hervé Ryssen n'ait pas osé ou n'ait pas pu venir à cette conférence d'aujourd'hui? Et tout cela, oh mais je suis un affreux, je n'ai pas compris que tout cela c'est pour faire l'union sacrée, pour nous prémunir de l'islam. Ah bon? Et qui fait venir l'islam? Qui nous l'impose depuis des décennies? Si ce n'est leur grand Sanhédrin d'aujourd'hui, ce qu'on appelle leur intelligentsia juive, les Attali, les Minc, les Bernard-Henri Lévy. Et on voudrait donc que l'on s'associe à eux maintenant qu'ils commencent à prendre peur de leur propre créature. C'est l'histoire de Frankenstein qui se retourne contre son créateur. Mais c'est amusant au possible, c'est très moral, je trouve. Ouais. C'est le golem.
Rappelez-vous ce que vaticiné le rabbin Reichhorn. Forcer les chrétiens dans des guerres en exploitant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et nettoieront le terrain sur lequel nous pourrons mettre notre peuple. Ça a toujours été la tactique des Juifs. Faire s'affronter ceux qui peuvent être un obstacle pour eux, de façon à avoir place nette. Rappelez-vous l'anecdote que j'ai racontée, je crois que c'est le rabbin Ronchaya qui avait sorti cela, c'est très révélateur, l'histoire des trois coqs. Les deux grands coqs, l'un représentant l'Occident visiblement, et l'autre représentant, enfin l'Occident sioniste bien sûr, et l'autre représentant l'Orient, et puis le petit coq, Freluquet, etc., qui représente Israël. Les deux grands coqs se battent, c'est triple, saigne de toutes parts, s'effondre, et le petit coq sort, et c'est lui le gagnant. Tout est là. C'est la tactique de Zemmour. Aussi, il ne faudrait pas que le sieur Hervé Ryssen croit que je vais cesser de le mettre à nu. Pourquoi est-ce que, contrairement à ces rappels que je fais de textes juifs particulièrement significatifs, il ne les sort pas lui-même? Parce qu'après tout, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire certains de ses livres. C'est quoi? C'est une compilation de textes. Mais il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est une simple compilation. Et les textes réellement significatifs, je ne les ai pas trouvés. Eh bien voilà, c'est tout ça que je voulais vous faire toucher du doigt, je dirais chirurgicalement, pour ne pas changer. Et j'attends toujours la réponse du sieur Hervé Ryssen, si possible sans injure, ni menace de mort, parce qu'il croit me faire peur, il s'est trompé d'adresse. Merci de votre attention. Donc, comme d'habitude, posez les questions que vous voudrez, j'essaierai d'y répondre. Ah oui, Diane, je voudrais que vous citiez le... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Diane. Diane. Témoignage. Parce que ça, vous allez voir, ça représente l'Église catholique d'aujourd'hui. C'est épouvantable. Alors c'est notre évêque de Reims qui a souhaité ses vœux. En début d'année, il a écrit ce texte en communion avec les responsables juifs, chrétiens et musulmans. Voici le texte. En ce début d'année 2020, nous, responsables juifs, chrétiens et musulmans, voulons adresser ensemble nos vœux les meilleurs aux habitants de Reims. Regarder ensemble vers l'avenir, la foi au Dieu unique qui nous rassemble, nous appelle à regarder l'avenir comme la promesse d'un accomplissement pour tous, et tout particulièrement pour les plus démunis. Bon, je passe la suite, etc. Une autre phrase. Cette parole commune, nous l'adressons à notre société française, républicaine, laïque et multiculturelle. Nous affirmons ensemble notre reconnaissance pour le cadre constitutionnel de notre pays. Il fonctionne quoi qu'on en dise. Il garantit nos libertés fondamentales, à commencer par la plus précieuse, la liberté de conscience. Nous voulons assurer notre pays de notre engagement à œuvrer pour l'unité et le dynamisme de notre société, dont le cadre nous permet d'être nous-mêmes et en paix avec les autres. Donc c'est signé par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le rabbin Igal Amar, l'imam Aomar Ben Daoud, le pasteur Pascal Geoffroy.
Voilà notre église d'aujourd'hui. Alors, Il n'y a pas trop de bouddhistes à Reims encore peut-être. alors, il y a deux choses à remarquer là-dedans. Il y a d'une part que c'est un évêque avec un nom noble. Donc, encore une trahison de cette corporation. Et deuxièmement, que s'il fait la publicité pour l'État laïque, on n'a plus besoin d'évêque. Donc on attend sa démission. Et donc voilà. Voilà quels sont nos défenseurs. Si vous avez des questions. S'il vous plaît, docteur, pourriez rappeler les références de l'auteur que vous venez de citer, Ben Yehuda? S'il vous plaît, le livre et les détails qu'on puisse... Merci. Donc ça a été publié dans le numéro du 1er juillet 1880 de la revue Contemporain. Et c'était l'oraison funèbre prononcée en 1869 sur la tombe du grand rabbin Siméon Ben Yehuda. Dans la politique aussi. Vous l'avez repris dans la politique. Je l'ai repris dans la politique, effectivement. Une partie, oui, parce que c'est vraiment très long. Oui. Allô, allô? Oui, allô. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Oui, il y a dans toutes les références que vous avez citées, je pense que vous avez aussi, bien évidemment, beaucoup lu le Président Soleil de notre ami Galabru. Et il y a quelque chose, moi, que j'ai lu, je m'en souviens, malheureusement, je ne l'ai pas repéré, c'est dommage, mais il y a une page où il parle de cette visite, je crois, de l'ambassadeur de Suède au palais de Guillaume. Guillaume II. Guillaume II, dans lequel il voit sur la table de nuit de Guillaume II le journal allemand local avec Dreyfus pris. Si ça, c'est pas une preuve de la culpabilité de Dreyfus... Alors, malheureusement, je n'ai plus le livre en question. Alors, pourriez-vous m'envoyer la citation? C'est ce que j'allais dire. Et surtout le facsimilé du journal. Je vais le relire, je vais le repérer et je vais vous l'envoyer par mail. Parce que ça, c'est pour moi, ça a été définitif. Non mais, bon, ils peuvent argumenter tant qu'ils voudront, mais c'est flagrant. Ne serait-ce que par l'accumulation de suicides. Tous dans le même sens, pour la même cause, c'est la démonstration absolue. Bonjour Monsieur Pancard. Il y a aussi une grande lettre dans la conjuration antichrétienne de Monseigneur Delassue. Il me semble discerner une petite similarité. Je pense que c'est la même. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et c'est vraiment une très très longue lettre. Deuxième chose, vous ne parlez pas d'Esterhazy, qui a été mis en avant. Mais vous savez, bon. Donc vous ne parlez pas dans votre livre d'ailleurs, il ne semble pas. Oui, effectivement. J'aurais pu en parler, mais enfin, vous savez, j'ai essayé de me cantonner dans les choses les plus significatives. Sur Esterhazy, ouais. À revoir éventuellement pour une prochaine édition. D'autre part, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur le livre d'Adrien Abosit, dont on parle un peu sur l'affaire Dreyfus? Il y a d'ailleurs deux grandes vidéos et aussi une intervention sur Radio Athéna. Que pouvez-vous en dire? Apparemment, il soutient à peu près la même thèse, mais il ne donne pas la même gamme de citations. Alors, Abosit, c'est un camp. C'est un camp. Il y a des choses qui sont pas mal, mais c'est aussi le même individu qui dit qu'il n'y a pas de complot. Bon. Bonjour, Monsieur Plancard. Bonjour, Monsieur Plancard-Dassac. Voilà, j'ai fait des recherches depuis des années sur le judaïsme en allant sur les textes écrits par les juifs, que ce soit des juifs français ou américains. La semaine dernière, j'étais à la faculté de lettres et d'histoire de Nancy
Et j'ai fait une découverte incroyable, un ouvrage qui date de 1966. Donc c'est, alors je vais vous dire le titre, je vais vous traduire en français, l'histoire mondiale du peuple juif. Et là, c'était le volume 2 de la période médiévale, édité par Cécile Roth, etc. Mais alors, volume 2, les âges des ténèbres, juifs dans l'Europe chrétienne, 711-1096. Et alors, bon, c'est un volume énorme, j'ai pris quelques captures d'écran, mais on se rend compte qu'entre 711 et 1096, c'était encore c'était pire que ce que l'on nous raconte entre 1940 et 1945. C'était des atrocités. On se demande même pourquoi les gens leur en voulaient. Alors ils expliquent pourquoi. Et il y a un chapitre sur les Khazars. Ah, c'est très intéressant parce que les Khazars, c'était des drôles de zigotos, on peut dire. Alors, à ce qui paraîtrait, ils étaient musulmans. Et ils se sont convertis au judaïsme. Et c'était un peuple errant qui n'avait ni frontières, ni nationalité, comme dirait un certain monsieur Attali. Et on peut se poser, moi je me suis posé la question quand même, parce que l'antisémitisme, il ne faut pas faire un antisémitisme absurde. C'est-à-dire voir des juifs partout et voir des nazis partout. Tout à fait. Comme nos amis de Balançon antisémites qui voient des nazis partout. Et, voilà. Bon, je clôt la parenthèse. Mais les Khazars, qui se sont convertis au judaïsme, traversaient l'Europe, c'était des marchands un peu, ils étaient finaux, ils arrivaient ils disaient oui, on est juifs, etc., etc. Et puis ils arnaquaient les gens, ou alors il y avait des histoires de pédophilie, d'enfants jetés dans des puits, etc. D'accord. Donc, franchement, moi ce qui m'a surpris, c'est que l'antisémitisme était partout, là où ils sont passés. Et malheureusement, le bon peuple a attaqué des juifs qui étaient innocents, qui étaient des locaux, pendant que les Khazars partaient en jet privé ailleurs. En jet privé, bon d'accord. Ou en bateau ou en braquard. Bon, je suis pas d'accord avec vous. Non, absolument pas. Le problème des Khazars, et ça, j'avoue que je commence à en avoir marre, de répéter tout le temps la même chose. Les Khazars, ce qu'on nous sort aujourd'hui, c'est à voir qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a que des méchants Khazars. Bon, on vous dit par ailleurs qu'il n'y a pas de complot maçonnique, donc c'est magnifique, il n'y a pas de juifs, les francs-maçons ne sont pas les méchants que l'on croit, c'est vraiment le meilleur des mondes. Bon, alors, je crois que vous n'étiez pas là à ma conférence sur c'était quoi déjà? Les protocoles. Attendez, si c'était la guerre des mondes, je crois. Oui. Je crois que c'était la guerre des mondes. Où j'ai fait, je ne sais plus pourquoi j'ai voulu introduire cela, ce que l'on sait, ce qui semble tout de même très bien documenté, c'est que ce ne sont pas des Khazars qui se sont convertis au judaïsme, ce sont les Juifs qui ont pris la place des Khazars, qui les ont mis dehors, qui les ont liquidés, qui ont pris leur place politiquement, tout simplement. Donc, Khazar, oui, mais Khazar comme étiquette simplement, mais le substrat, c'est toujours juif. C'est totalement différent. Et rapportez-vous à cette conférence, vous la trouverez, je crois, encore sur Internet, rapportez-vous là-dessus, parce que je donne les références justement à ce sujet-là. Donc, je mets encore une fois en garde contre cette thèse des Khazars, les méchants Khazars, alors que les bons petits juifs, bon, ils sont pas si méchants que ça. Attention. Oui. D'autant plus que les Khazars ont été exterminés par les Russes. Exactement, il y a peut-être une raison. Lors d'une bataille dont le nom m'échappe totalement. Oui, tout à fait. Si, là aussi, ça m'intéresse que vous retrouviez ça. Ça me dit quelque chose. Oui, malheureusement, c'est un texte en anglais. Faudrait que je ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Qui explique tout à fait l'histoire des Khazars. Ah, ouais. Et même un rabbin à Jérusalem démontre que c'est une connerie. Il n'y a aucune trace archéologique. Ah ben, tout à fait. Et je l'ai cité. Et je l'ai cité. Voilà. Et je l'ai cité. Donc l'histoire des Khazars, c'est... Tout à fait, c'est une fumisterie. C'est pareil, quoi. Ah non, mais nos milieux, quand il y a une connerie à faire, ils sont là. Ah, ils ont une couche
C'est un blindage, hein, c'est des éléphants. Ça sent le micro. Bon, pas de questions? Peut-être un petit commentaire, docteur, concernant ce qu'a dit le pape François lors de son audience générale du 13 novembre 2019. Je vais citer. « Aujourd'hui, l'habitude de persécuter les Juifs commence à renaître ici et là. Frères et sœurs, cela n'est ni humain ni chrétien. Les Juifs sont nos frères et ils ne peuvent pas être persécutés. Est-ce bien compris ?» Fin de citation. Quelles sont les origines du pape François? Ben, quand je vois des textes comme ça, je pose tout de même des questions. Puis aussi, apparemment, il aurait été franc-maçon, d'après certains renseignements qui me sont parvenus. Donc c'est un très curieux personnage qui est en train de détruire l'Église. Si l'évêque de Reims, qu'a cité Diane tout à l'heure, sort des indemnités pareilles, ben c'est la suite du travail de Sape de François. Ce qu'il a documenté. Et donc, oui. Je sais plus Oui. qui disait nous aurons un pape selon nos besoins. Et tout à fait. Et c'est mon Qui, père pardon, qui qui le, disait c'est ça mon père qui le cite. Qui? C'est mon père qui le cite dans son livre L'Église occupée. Oui, oui, c'est L'Église occupée que nous avons réédité, donc vous pouvez le trouver. Mazzini, c'est le successeur de l'américain, là. Cette citation, c'est du fameux Mazzini qui a succédé Tout à fait. à l'américain dont le nombre Pike, Albert Pike. de toute la maçonnerie mondiale. Albert Pike, et vous le rappelez quand même, le créateur du Ku Klux Klan. Ah, une petite information. C'était au moment du ramadan, du dernier ramadan. Là. Monseigneur Aupetit a fait distribuer dans chaque paroisse parisienne pas une petite brochure, mais un petit papier souhaitant un bon ramadan à nos frères musulmans. Alors il ferait peut-être mieux de s'occuper des catholiques qui bien mon avis. C'est des chrétiens d'Orient. Voilà. C'est bien mon avis. J'ai le document, Je sais pas comment expliquer, c'est une pathologie. Pathologie, ben, je vois pas. Psychopathologie. Hein? Psychopathologie. Ah oui, psychopathologie, tout à fait. C'est... Monseigneur. Alors, si cela était branché sur une volonté d'apostolat des masses musulmanes, je le comprendrais, mais c'est pas ça du tout. Hein? Pas ça du tout. Et moi, ce qui me fait doucement sourire quand même, quand je vois l'appui que je reçois de la part d'un certain nombre d'éléments musulmans, pourtant, je ne peux pas dire que je sois particulièrement favorable à l'immigration, que je sache. Mais simplement, ce que je dis leur explique tellement bien les problèmes qu'eux-mêmes subissent, qu'ils sont forcés d'adhérer à ma thèse, à ma démarche. Et c'est pour ça, c'est comme ça. Ben, c'est un petit peu, je ne suis pas le père de Foucault, mais que disait le père de Foucault? Si on n'en fait pas des chrétiens, dans 50 ans, nous serons dehors. Donc il faut les convertir. Ils sont pris dans cette phraséologie républicaine, politiquement correcte, et on n'en sort pas. Convertir les musulmans, l'Église catholique de France ne veut pas convertir les musulmans. Bien entendu. Elle veut quoi? Elle veut la paix à tout prix. Il a demandé incompréhensible. d'enseigner dans la religion catholique. Et il y a eu un refus. Vous avez répété, monsieur Pardon. À propos d'Abdelkader, au Oui. moment de la prise de Sasmala, Oui, il a été vaincu, bien sûr, bien sûr, oui. mais il a demandé à être enseigné dans l'Église catholique. Oui. Et ça a été refusé par la République. Oui. Bon, voilà. La Syrie aussi a freiné. Hein. Mais il est évident que ce que souhaitait le père de Foucault a été torpillé par la Troisième République judéo-maçonnique, mais c'est évident. Dès le départ, la République a été... c'est consanguin, si je peux dire, a été juive et maçonnique. Donc, toute la politique par rapport au monde arabe a été de nous
de nous brouiller plus que ça, de nous faire ennemis les uns des autres. Moi, je fais la politique contraire. J'essaye de faire comprendre aux musulmans qui m'écoutent, je vais me répéter, je regrette, vous savez quel est le deuxième pays qui m'écoute le plus sur Internet? Non, l'Algérie. L'Algérie. C'est pas par hasard. Ah non? C'est pas par hasard. C'est que ce que je dis, ça leur parle. Et on en a parlé hier soir, puisqu'on a fait notre entretien hier soir. Il y a un jeu très subtil actuellement. Ça tourne autour de la Libye. Les forces qui s'affrontent en Libye. Ceux qui appuient le gouvernement légal libyen, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France, etc., etc., donc ce qu'on appelle l'Occident sioniste. Et puis, avec le maréchal, comment il s'appelle Sissi. Non, Sissi c'est en Égypte. Haftar. Le jeu de Vladimir Poutine, justement, qui essaye de pacifier la Libye, contre de la Russie, évidemment. Il n'est pas fou. Et dans ce petit jeu très subtil, s'associe aussi l'Algérie, qui a peur du désordre qui règne en Libye, qui pourrait contaminer en Algérie. Et l'Algérie est le pays le plus antisémite de l'Afrique du Nord. Contrairement au Maroc, qui est le pays le plus enjuivé. Donc, vous voyez, c'est un jeu très subtil, et c'est là que l'on peut intervenir. Vous savez très bien que je ne meurs pas d'amour pour le colonialisme tel qu'il a été fait. C'est pas ça qu'il fallait faire. La Troisième République a créé les colonies pour défouler la jeunesse française, pour les détourner des scandales de la Troisième République. C'est ça le fond. Le fond de la colonisation, ça a été ça. Hein? Or, c'est pas pour nier l'œuvre de civilisation que nos militaires et missionnaires ont fait à l'époque, en dépit de la Troisième République. Et il faut reprendre le problème à l'envers, dans le vieux système d'association en fonction des intérêts communs et des ennemis communs. Et c'est pour ça que je suis aussi écouté en Algérie, c'est qu'ils comprennent enfin que nous avons un ennemi commun et que le facteur de division, c'est le monde juif. Si la République n'était pas, depuis sa création, entre les mains des Juifs, Rothschild, après tout, il faut tout de même savoir que c'est l'argent des Rothschild qui a permis à Thiers d'installer la Troisième République. Donc, l'épine irritative entre ce qu'on appelle la France, mais en fait le pouvoir en France, et le monde musulman, c'est le facteur juif. On se met d'accord sur l'ennemi commun et on trouve les moyens d'entente avec le monde musulman. Ouais. Ce qui n'empêche pas aussi le prosélytisme religieux. Qu'est-ce que vous pensez d'une phrase qu'aurait prononcée Roger Hollande, qui vient de décéder? Il parlait des élites qui nous dirigent en disant « Ils armeront les banlieues pour défendre la République ». Ça rejoint quelque chose que j'ai vu aussi, c'est à peu près la même chose. Et alors, je voudrais rappeler une chose aussi, quelque peu cruellement. Rappelez-vous le discours de Le Pen sur la dalle d'Argenteuil, dans lequel, parlant de l'immigration et disant vous, les jeunes immigrés, vous allez nous aider à défendre la République. Je cite ça de mémoire, c'est dans mon livre là, Histoire d'une trahison. Donc vous voyez comment des individus comme ça, qui se sont présentés comme grands défenseurs du patriotisme français, font des trucs comme ça. Il ne faut pas mentir au peuple, il ne faut pas mentir aux musulmans. Il faut qu'on se comprenne, et on ne peut se comprendre que en s'alliant contre l'ennemi commun. Et ça, ils le comprennent de plus en plus. Et c'est ce qui fait peur, justement. Donc les banlieues, c'est une partie de l'islam. D'ailleurs, ils ne sont pas islamiques, ces gars-là.
Ils sont contre-fiches. Ils font du trafic de tout. Tout à fait. Donc c'est pas du tout la religion qui les anime, c'est le fric. Donc ils sont eux-mêmes des victimes de la société occidentale consumériste. Ah, il y a quand même peut-être des islamistes parmi eux. Il peut y avoir des islamistes parmi eux, mais c'est pas le même. C'est différent. Alors, je voudrais revenir aussi une chose, parce qu'on me dit, enfin quand même, il y a périodiquement des attaques d'islamistes contre les Français. Oui, effectivement. Et à cela, je rappelle tout de même deux choses. Premièrement, effectivement, ce sont des islamistes. Mais qui les instrumente? Premièrement. Qui les instrumente? Comment se fait-il, et ça, Dieu sait si je le fais remarquer, que la plupart du temps, on les descend? Pourquoi? Pas de jugement comme ça. Normalement, pas de jugement, donc on ne peut pas remonter au donneur d'ordre. Pourquoi? Donc vous voyez, quand on regarde bien les choses sans être biaisé, tout de même, on fait de curieuses découvertes. Et puis, mettez-vous à leur place. Ils ont devant eux un pouvoir, donc notre bonne petite République, aujourd'hui macronienne après avoir été sarkozienne, hollandienne et compagnie, qui est alliée d'Israël. Pourquoi voulez-vous qu'ils nous aiment? C'est pourquoi je dis qu'il faut s'appuyer contre la notion de l'ennemi commun pour nous entendre. Et vous vous rendez compte, si on arrivait à cela, c'est un petit peu le jeu que joue Poutine d'ailleurs, si on arrivait à cela, vous vous rendez compte, s'adosser à toute cette masse musulmane de l'autre côté de la Méditerranée? Il y en a qui passeraient un mauvais quart d'heure. Et vous pensez qu'on va y arriver? On peut y arriver, mais il faudrait être au pouvoir. Et c'est pour ça, c'est ça le problème. Alors, arriver au pouvoir, j'avoue que dans les circonstances actuelles, ça me semble un petit peu difficile, mais il faut expliquer. Nous devons, ce que n'a pas voulu faire Le Pen avec son foutu Front National, nous devons avoir des cadres. Parce que si jamais l'occasion se présente, si on n'a pas de cadre pour tenir la France, ce sera encore pire que Vichy. Parce que pourquoi Vichy a échoué? C'est parce que, à part les cadres de la bonne armée française qui existait encore à l'époque, et quelques cadres de l'Action française et du Parti populaire français de Doriot, tout le reste c'était des gens de la République, dont Laval, dont Chotan. Et il faudra qu'un jour je revienne, que je désacralise, si j'ose dire, Vichy. Parce qu'il faut être toujours, dans un combat politique, il faut être cohérent. Comme disait Maurras, ça a été la divine surprise. Oui, mais ça n'a pas été une révolution. Ou si ça a été une révolution, ça a été par défaut. C'est que les autres, devant le désastre, se sont taillés. Donc, le vide a été remplacé un petit peu n'importe comment. Plic-ploc. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Or, une révolution, si elle veut durer et s'imposer, elle doit être monolithique. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de François Fillon? Ben, j'en ai parlé pas plus tard qu'hier soir, vous le verrez. Très décevant. Il dit qu'il approuvait à 100% la réforme des retraites de M. Macron. Et pourtant, il avait dit le contraire il y a quelque temps, dans lequel il mettait en garde contre la réforme à points, disant que c'était une arnaque, qu'il suffisait de faire varier la valeur du point et on abaissait ainsi le coût. Non, mais c'était pleurnichard, ça m'a profondément déplu. Mais vous verrez quand ce sera publié.
Bon, la prochaine conférence le 14. Donc je ne vous donnerai pas tout de suite l'adresse, mais ce sera annoncé en temps voulu. Non, mars.